J'ai le plaisir de présenter le dernier intervenant de cette première journée de colloque. Il s'agit de Jean-Marc Joubert, ancien élève de l'École normale supérieure Saint-Cloud. Jean-Marc Joubert est agrégé et docteur en philosophie. Il est également licencié de théologie orthodoxe. Il est à l'ICES le doyen de la faculté des lettres et langues, où il dirige également le département des lettres. Jean-Marc Joubert est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment sur et autour du penseur Leibowitz et de bien autres choses. Pour ce soir, il va nous aider à prendre de la hauteur sur la question du genre, en s'attachant à la question de la définition, de définir l'homme. Est-ce possible, utile, nécessaire, etc. etc. Jean-Marc, vous avez 40 minutes. Merci, Madame la Présidente. Il nous a été demandé non pas de nous inscrire dans le dur du sujet du genre, mais de donner une perspective anthropologique générale. Nous avons accepté, bien sûr, par douce obéissance, et puis c'est le carême, et il faut, sinon souffrir, du moins faire effort. Mais non sans identifier les trois risques suivants. Le premier, c'est qu'en rompant le fil du traitement technique des choses, nous produisions l'impression de sortir malgré tout du thème du genre et de ses attentes. Le second, plus grave, serait de s'abandonner justement à de mauvaises généralités, des généralités de facilité, pourrait-on dire. Le troisième serait de tenir un énième discours sur l'homme, soit qu'il présuppose son objet, le prenant pour une évidence, soit qu'il oriente son approche en fonction de ce qu'il souhaite que l'homme soit. À dire vrai, ces deux derniers scrupules sont d'un philosophe, et comme nous sommes précisément philosophes, voilà que notre conscience nous accuse déjà par provision. Mais si ces scrupules sont d'un philosophe, c'est aussi que la philosophie a beaucoup péché sous les deux rapports que nous avons dits. Mauvaise généralité et discursivité idéalisante. Ce sont ces difficultés qui ont dicté notre méthode et notre objet. Dans un premier temps, nous parlerons non pas de l'homme, mais du phénomène humain, une notion beaucoup moins chargée. Et la méthode sera descriptive et accumulatrice, sans classification préalable. Pourtant, l'on verra que même ce projet est sans doute impossible à mener à bien, parasité qu'il est par 1000 présuppositions indéracinables. Mais malgré tout, parce que conscients du danger, nous persévérerons. Dans un deuxième temps, fort de ce matériau épars que nous aurons recueilli, nous nous attacherons à le subsumer sous quelques concepts possibles de l'homme et non plus du phénomène. Mais là encore, nous buterons sur le fait qu'il est très difficile, d'une part, de ne pas œuvrer selon des a priori et des horizons d'attente, d'autre part, d'éviter des difficultés d'ordre théorique et épistémologique. Et il y a encore plus grave, à savoir que le projet même de penser en termes de nature humaine ou d'anthropologie philosophique peut être contesté, non pas parce que nous voudrions perversement critiquer l'homme et prononcer sa mort, comme le fit naguère Michel Foucault, une mort faisant d'ailleurs suite à celle de Dieu, comme le prétendait Nietzsche, mais parce qu'un discours univoque et rigoureux portant sur l'essence s'avère impossible si l'on prend notamment au sérieux les objections que le nominalisme fait au réalisme. En tout état de cause, l'homme, ce concept si évident et pour ainsi dire normal, ne doit pas être tenu pour tel. Nous voudrions cependant vous rassurer, si inquiétude il y avait, de deux façons. D'abord, une notion minimale, pragmatique de l'homme sera toujours légitime et pertinente, on le verra. Ensuite, la théologie sera toujours là pour nous sauver la mise. Après tout, ce que l'homme est vraiment, c'est la théologie qui nous l'enseigne sur la foi de la révélation. Comme le disait fortement Pascal, à propos du péché originel, mais cela vaut pour le reste, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles. Ou encore, la religion est vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme. Premier point, le phénomène humain. Qu'est-ce qu'un phénomène ? En apparence, c'est tout simple, c'est ce qui apparaît dans l'expérience, ce qui est donné. En fait, c'est tout de même un peu plus compliqué que cela. Deux conceptions sont en effet possibles. Celle qui pose que quelque chose apparaît, se manifeste. Deuxième conception, celle qui affirme que l'être, c'est l'apparaître même, ce qui existe, sans reste aucun, sans en deçà de l'apparaître même. En réalité, on pourrait ajouter une troisième approche, celle qui, de façon critique, estime que supposer que quelque chose apparaisse,
selon la première hypothèse, ce quelque chose tel qu'en lui-même demeure inconnaissable. Appliqué au phénomène humain, on pourrait alors dire, première approche, qu'une nature humaine, véritable fond des choses, se manifeste ou, dirait Aristote, s'actualise dans le phénomène humain. Deuxième approche, que l'homme, c'est tout simplement tout ce qu'il donne à voir dans ses manifestations et rien de plus. Troisième approche, que l'homme en soi est inatteignable. La première approche est illustrée par tous ceux, les plus nombreux de très loin, qui livrent un concept de la nature humaine, d'ailleurs construit par abstraction à partir de l'apparaître. Mais ce produit de l'abstraction devient, selon une illusion rétrospective, ou bien par un renversement caractéristique de l'idéalisme, soit le principe logique premier supposé des choses, soit l'entité métaphysique, elle aussi supposée d'origine. La seconde approche est illustrée par des philosophies comme celle des sophistes ou encore de Nietzsche. La troisième approche par le scepticisme antique, Hume, Kant ou Auguste Comte. Par méthode, nous épouserons en cette première partie la seconde approche pour, ne préjugeant de rien, nous tenir au plus près du phénomène donné. Mais est-il vraiment possible de ne préjuger de rien et d'appréhender le phénomène humain de façon parfaitement neutre ? Nous avons déjà dit qu'on peut en douter, même au niveau de l'apparaître, lequel donne déjà lieu à interprétation. Mais une nouvelle difficulté surgit avant même d'engager notre phénoménologie de l'homme. Cette difficulté tient au fait que pour nous les hommes, et a fortiori pour des chrétiens, l'homme n'est pas un objet d'étude comme un autre. Nous prêtons naturellement à ce dernier une dignité et réclamons tout aussi bien de lui qu'il se comporte dignement. C'est dire que non seulement nous nourrissons des attentes à son endroit, attentes qui nous conduiront à le juger et condamner s'il ne se conforme pas à notre idéal de l'homme, et louer et récompenser dans le cas contraire, mais nous allons avoir la tendance à privilégier tout ce qui, dans le phénomène humain, relève des réalités les plus relevées ou sublimes, pour négliger les autres, comme par exemple celles qui concernent le corps. Toujours par méthode, en tout cas si l'on accepte notre démarche neutre, il nous appartient donc de définitivement objectiver les choses. Et pour considérer autant qu'il est possible l'homme nu, titre d'un ouvrage de Claude Lévi-Strauss, et lever l'hypothèque morale, nous nous attacherons à la démarche que théorise Spinoza au début de la troisième partie de l'éthique. Il se trouve en effet que cette troisième partie a pour objet ce qui est le plus de nature à émouvoir l'observateur le plus impartial du phénomène humain, à savoir ses affects et passions que sont par exemple la haine, la colère ou l'envie. Toute passion dont il est acquis qu'elle spécifie l'homme par comparaison avec l'animal. Or, nous dit Spinoza, non seulement nous condamnons d'emblée le phénomène passionnel, quoique humain, en toute bonne foi morale, et tel est peut-être le privilège douteux de l'indignation morale que d'être toute pénétrée d'elle-même, mais nous le rapportons à une nature humaine supposée mauvaise que nous assignons à sa source. Or, ce qu'il convient de faire, nous dit Spinoza, c'est de traiter le phénomène passionnel comme si nous avions affaire avec lui à des choses. Les affects ou passions n'étant redevables ni d'une commisération, ni d'une condamnation, mais d'une explication de type géométrique. Pour le dire autrement, les affects qui sont des émotions, il ne convient pas d'en traiter avec émotion. Mais considérons précisément ce passage de la préface du troisième livre de l'Éthique. Il est un peu long, mais comme il est fondamental, nous ne l'abrégerons que de peu. Je cite donc Spinoza, « Ceux qui ont écrit sur les affects et les façons de vivre des hommes semblent, pour la plupart, faire comme s'il s'agissait non pas de choses naturelles, qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont en dehors de la nature. Plus encore, ils semblent concevoir l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croient que l'homme trouble l'ordre de la nature plus qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une puissance absolue et que rien ne le détermine que lui-même. Ici, donc, vous voyez, c'est la croyance dans la particularité absolue de l'homme et dans sa liberté, au sens du libre arbitre, qui sont critiquées. Ensuite, continue Spinoza, au lieu d'attribuer à la connaissance de la nature la cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, il l'attribue à je ne sais quel vice de la nature humaine, et il se met donc à pleurer, à en rire, à en pleurer, à en rire, à la mépriser ou, cas le plus fréquent, à la maudire.
qui sait reprendre avec le plus d'éloquence ou de subtilité l'impuissance de l'âme est tenu pour divin. On voit ici le paradoxe. D'un côté, on élève l'homme au-dessus de tout, de l'autre, on le traîne dans la boue, car sa liberté le rend coupable. Les moralistes y trouvent l'occasion de se complaire en leur jugement assassin, eux-mêmes s'exemptant généralement de toute faute. Mais voici la position de Spinoza, je cite, « Mais voici mon explication. Rien ne se produit dans la nature qu'on puisse attribuer un vice de sa part, car la nature est toujours la même, sa vertu et sa puissance sont partout une seule et même chose. Ce qui revient à dire les lois et les règles de la nature, selon lesquelles tout se produit et passe d'une forme à l'autre, sont partout et toujours les mêmes, et ainsi il doit également y avoir une seule et même méthode pour comprendre la nature de n'importe quelle chose, à savoir par les règles et lois universelles de la nature. Vous voyez, le principe est posé, l'homme appartient de part en part à la nature, et c'est par ces lois universelles que tout le phénomène humain doit s'expliquer, à commencer par ce qui dans l'homme paraît déréglé. Spinoza continue, c'est pourquoi les affects de haine, de colère, d'envie, etc., considérés en eux-mêmes, suivent de la même vertu et nécessité de la nature que les choses singulières, et partant, ils reconnaissent des causes précises par lesquelles on les comprend. Et ils ont des propriétés précises, aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de n'importe quelle autre chose dont la représentation suffit à nous donner du plaisir. Je vais donc traiter, par conséquent, continue Spinoza, traiter de la nature et de la force des affects, comme de la puissance que l'âme a sur eux, selon la même méthode dont j'ai usé à propos de Dieu ou de l'âme, et je considérerai les actions des hommes et leurs appétits comme s'il était question de lignes, de surface ou de corps. Et en effet, Spinoza a traité de Dieu non pas du point de vue du discours religieux, qui se nourrit des vérités révélées, mais, ou bien de l'imaginaire religieux, spontané, disons païen, mais de celui de la philosophie, où Dieu est compris en quelque sorte selon son concept rationnel, un Dieu des philosophes et des savants, et non pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour citer une nouvelle fois Pascal. Mais tel n'est pas notre sujet. Après ce long préambule, nous voici donc armés pour considérer le phénomène humain dans son seul apparaître. Voilà donc un échantillon de ce que l'on peut observer. L'humain se signale par le fait qu'il cuise ses aliments et, mauvais coucheur, ne se contente pas de ce que lui offre la nature. Plus généralement, l'homme cuisine et est gastronome. Pour le dire autrement, l'homme aime bien se faire des petits restos. Le fait qu'il fasse l'amour en toute saison, indépendamment des périodes de fertilité de la femme, dont il n'est pas interdit qu'elle soit son épouse légitime. Faire l'amour plutôt que copuler, cela est humain. À l'exception notable des fameux singes bonobos, des bons vivants, chez lesquels la sexualité aurait pour fonction sociale d'aplanir les différends, alors que chez les humains, elle peut tout aussi bien les aggraver. Le fait que l'homme parle, autre fait, le fait que l'homme parle et communique des informations grâce à des langages qui sont de son invention, en précisant que, selon les Hébreux, les anges parlent la langue hébraïque, selon les Grecs, il s'agit en fait du grec, ce qui nous permet d'identifier deux nouveaux phénomènes humains. D'abord, le fait que l'homme tend à exagérer, à passer à la limite, et qu'il ne se prend pas pour rien, soit individuellement, soit collectivement. Et que dire de l'espèce qui s'est crue au centre du cosmos? On dira peut-être que c'est l'homme païen, mais souvenez-vous peut-être du petit livre de Stanislas Breton sur les mystiques de l'excès. Ou bien, si vous lisez l'histoire des moines syriens de Théodore de Syre, la cèse devenue une sorte d'art suprême. Et moi-même, je ne voudrais pas être excessif en abusant de votre temps. Le fait que l'homme éprouve un sentiment, autre fait humain, le fait que l'homme éprouve un sentiment de pudeur, alors que les lubriques bonobos ont à eux, n'en ont manifestement aucune, qu'à chez les enfants. Le fait que les hommes ont un sentiment de l'honneur et qu'ils n'aiment pas perdre la face, ce qui rend compliqué la résolution des guerres et des conflits. Le fait que l'homme élabore des systèmes pour se représenter ou comprendre la réalité, que ceux-ci soient mythologiques, religieux, au sens des religions naturelles, ou philosophiques. Le fait que l'homme soit sujet à des passions extrêmes auxquelles les animaux sont étrangers. Extrême cruauté, extrême sacrifice, amour fou, vengeance terrible. Le fait que l'homme aime rire et plaisanter.
Le fait que l'homme regarde le ciel en disant que c'est beau et représente le dit ciel sur des tableaux, à moins qu'il ne s'agisse de d'autres créatures plus sexy d'après modèle, éventuellement dévêtues, au cours de longues séances de pause, ce qui n'existe pas chez les animaux. Le fait que l'homme habite des maisons et, s'il se peut, des palais pour y déambuler habillé et non pas nu, comme dans le cas simiesque précédemment signalé. Le fait que l'homme invente des biens culturels comme le cinéma, la lecture de Kant, le tiercé, la musique, dont il faut naturellement écarter le rap, la météo, l'horoscope, l'encyclopédie Diderot, le dictionnaire Littré et le livre Guinness des records, dont il est à espérer qu'aucun martien n'en prendra jamais connaissance, de peur qu'il n'en communique la teneur ridicule à une galaxie hilare. Le fait que des hommes s'habillent en femmes et des femmes en hommes, soient troublés dans leur genre et changent supposément de sexe, ce qui n'est jamais arrivé à nul bonobo ou bonobote. Le fait que l'homme ait une conscience, qu'il arrive cependant à étouffer au prix de quelques diversions habiles, et grâce à l'âge aussi, dont il n'est peut-être pas entièrement la dupe cependant. Le fait que l'homme n'a pas seulement des besoins à satisfaire, mais des désirs et qu'il se donne des fins. Voilà donc quelques phénomènes humains parmi bien d'autres que nous aurions pu relever. Mais ils suffisent sans doute pour dire qu'en effet, selon toute apparence, l'humain, c'est comme on dit quelque chose. Quelque chose d'assez particulier en tout cas sur notre planète, paraît-il en souffrance de lui. Deuxième point, une nature humaine, point d'interrogation. La question que nous posons maintenant, comme annoncé, est la suivante. Que faire de ce divers phénoménal ? Peut-on en réaliser une synthèse ? En hiérarchiser les éléments les plus importants, mais selon quels critères ? Dégager des principes sous lesquels les différents phénomènes se rangeraient en bon ordre ? Bref, produire une anthropologie systématique et cohérente. Mais sans doute pouvons-nous déjà réduire ces trois questions à deux en reprenant la première et la dernière. Premièrement, quelle définition de l'homme pourrions-nous donner ? Définir, c'est en effet viser l'essence de la chose en la comprenant et en la pensant comme principe, car c'est conformément à son essence que la chose va agir. Deuxièmement, peut-on hiérarchiser entre les différentes dimensions données d'une chose, ce qui aboutira d'ailleurs à des définitions différentes. Pour ce qui est de la dernière question, partons d'un texte de Karl Marx, dont il ne m'a pas échappé que ce n'est pas un docteur de l'Église, qui est, pensons-nous, tout à fait éclairant. Citation. « On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d'existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même. » Marx, fin de citation, Marx dit que l'on peut distinguer les hommes de différentes façons, un choix qui marquerait ce sur quoi ceux qui l'opèrent veulent insister, selon ce qui leur paraît le plus important. Un choix à la fois arbitraire, en ce sens qu'il aurait pu être autre, et légitime, car possible. Ce qui serait le cas de Marx lui-même. En effet, quand ce dernier affirme que les hommes se distinguent avant tout dans le fait qu'ils produisent leurs moyens d'existence, on pourrait dire qu'il opère un choix, même s'il est vrai que, selon le matérialisme historique, ce fait est à la racine de tout. Posons que Marx ait anthropologiquement raison, il n'empêche que nombre d'hommes choisiront de se distinguer et définir autrement que par cette production des moyens d'existence. Et en ce cas, le choix sera de nature, par exemple, morale ou religieuse. Passons donc plus précisément à la question de la définition. Nous connaissons tous cette définition classique, l'homme est un animal raisonnable, une définition qu'il est difficile d'ignorer pour notre sujet. Considérons donc si elle est de nature à embrasser et expliquer le phénomène humain dans sa variété. Dans cette définition, le genre animal désigne pour l'essentiel la part corporelle de l'homme, c'est-à-dire son assujettissement général aux lois de la nature, physique et biologique, tandis que la raison spécifiante permet ou permettrait de rendre raison, c'est le cas de le dire, de l'ensemble des manifestations ou expressions de l'humain, comme par exemple les faits culturels ou le rire. Et il n'en est fait pas tant qu'il faut être intelligent pour comprendre une blague, même belge, ou élever un édifice compliqué comme un opéra. Mais comme il se trouve que l'homme est aussi bien sapiens que démince, notamment en vertu de ses comportements autodestructeurs, ou destructeurs tout court, ainsi qu'Edgar Morin y insistait à juste titre,
Parant à cette difficulté, on pourrait être tenté de ranger tout ce qui nous déplaît en l'homme du côté d'une mystérieuse part passionnelle, on l'a vu. Mais alors, quelle pertinence conserve notre trop belle définition classique ? En réalité, on doit constater, même si nous n'avons pas le loisir de développer ici ce point, que les anthropologies trop parfaites, c'est-à-dire excessivement rationalisantes justement, sont toujours plus ou moins bancales et impuissantes à tout embrasser. À moins naturellement de postuler qu'il doit exister une, ou plutôt la vraie anthropologie. Or, c'est cette idée, ou plutôt ce principe ou cette exigence qui peuvent être contestés. Donnons-en une dernière illustration. Peut-on classer ces phénomènes moraux que sont les sentiments de pudeur et d'honneur sous le registre de la rationalité ? Ce serait bien forcé. Et c'est justement ce qui conduisait Pascal à triompher quand il disait, on l'a vu, que l'homme était foncièrement inintelligible à lui-même en dehors du dogme. Ayant ainsi levé l'hypothèque de l'anthropologie classique, certains penseront peut-être que nous allons vite en besogne, mais justement, nous devons avancer rapidement. Et avant d'en proposer d'autres, qui seront moins ambitieuses, demandons-nous donc si la recherche même d'une définition, laquelle définition recouvrirait une essence éternelle, est une bonne démarche. Autrement dit, est-ce que notre colloque est pertinent, qui s'appelle définir l'homme ? Songeons ici à Montaigne. Ce dernier se plaisait à accumuler les exemples de bizarreries dont l'homme ne cesse de faire preuve. Sa lecture, comme celle de tout observateur en quelque sorte ethnographique du phénomène humain, laisse à penser que l'humain, justement, c'est avant tout un très large ou un immense champ des possibles. On pourrait presque dire de l'homme qu'il est un phénomène aléatoire, alors que les animaux sont par nature prévisibles. D'un homme, en somme, on peut tout attendre. On peut s'attendre à tout, du meilleur comme du pire. Pourquoi alors, dans ces conditions, ne pas substituer à une anthropologie blindée et condamnant tout ce qui ne relève pas de sa norme implicite, une anthropologie ouverte, voire pas d'anthropologie du tout. Ouverte non pas au sens du progressisme, précisons-le, car le progressisme aussi définit une norme et se propose de penser l'homme à l'horizon d'un progrès réputé inscrit dans une nature, mais au sens plus neutre de ce que Rousseau appelait une capacité de se perfectionner, c'est-à-dire tout simplement de changer, pour emprunter au gré des circonstances ou de nouveaux désirs inspirés par ces circonstances. Des chemins qui peuvent d'ailleurs être plus mauvais que ceux qui suivaient jusque-là. On connaît sa critique de l'aliénation sociale. Un point essentiel doit aussi être relevé. Nous disions plus haut, d'un homme on peut tout attendre, on peut s'attendre à tout. Peut-être faut-il en fait corriger, c'est de l'espèce prise globalement, pour ne pas dire en gros que l'on peut s'attendre à tout, et non pas de l'individu qui chacun a son ingénium propre. On pourrait dire qu'il a chacun son mode de fonctionnement. On peut donc attendre d'un homme certaines choses et pas d'autres, et d'un autre homme d'autres choses dont le premier ne serait ni capable ni désireux. N'attendez pas d'un éléphant qu'il se transforme en fourmi, mais n'attendez pas non plus, en tout cas, qu'Adolf Hitler devienne Mère Teresa ou l'inverse, question de genre et de concordance des temps, mis à part. Et cette dernière remarque n'est pas aussi facile, voire misérable, qu'il y paraît. Ce sont en effet des individus déterminés qui existent et agissent, chacun de manière singulière et selon une essence individuelle, d'ailleurs en devenir et sédimentation. Notons qu'on peut parvenir à la même conclusion en recourant non plus à la définition d'espèce ou d'essence, mais aux moyennes statistiques qui, elles aussi, relèvent du discours de la généralité. Je suis en avance ou... Quelle hypocrisie de poser cette question. Je ne suis pas en retard. Ah ben voilà qui me rassure. 20 minutes. Ah bon, ça va. Je n'ai pas encore exagéré. Que si en effet il arrive que l'homme, pressé par la nécessité... Bon, voilà. Ainsi, on peut dire qu'en général, notons qu'on peut parvenir à la même conclusion en recourant non plus à la définition d'espèce ou d'essence, mais aux moyennes statistiques qui, elles aussi, relèvent du discours de la généralité. Ainsi, on peut dire qu'en général, les hommes dorment la nuit et qu'en moyenne, les Français mangent tant de kilos de chocolat par an, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils ont atteint un haut degré de civilisation. Mais il existe de tristes noceurs ou des personnes qui préfèrent travailler la nuit et d'autres qui n'aiment pas le chocolat, aussi incompréhensible que cela puisse être, et contraire aux lois de la nature. Que faut-il donc entendre par la définition qui pose que l'homme a une raison ? Que si, en effet, il arrive que l'homme, pressé par la nécessité, pense et calcule,
et que certains se plaisent à spéculer au sens d'Aristote, cela n'implique point que tous les hommes s'inquiètent d'anthropologie philosophique ou de calcul différentiel. La raison, en définitive, c'est un terme abstrait. Illustrons encore la chose de la façon suivante. Qu'est-ce que je sais quand j'apprends qu'il y a un homme dans la pièce attenante ? À la fois beaucoup, que ce n'est ni un animal, ni un objet, ni un courant d'air. Mais finalement, très peu. Est-il homme, femme, joyeux, mélancolique, sportif, sédentaire, liseur, inculte, chrétien, athée ? La définition générique ne m'informe en rien sur ce qu'il est, son essence individuelle, ni du type de relation que nous pourrions nous-mêmes, étant ce que nous sommes singulièrement, entretenir avec lui. L'homme, en définitive, c'est aussi un terme trop général. Mais la question rebondira peut-être si on affirme que nous avons besoin d'une telle définition générale, même approximative, pour penser le phénomène humain. Sans doute, mais il faudra alors préciser la nature de ce besoin. S'il s'agit de proposer une anthropologie qui nous permette de répertorier commodément des faits généraux, alors oui, assurément, une telle anthropologie se révélera utile. Mais si ce besoin procède, comme nous y avons fait allusion précédemment, d'une exigence morale ou idéologique par laquelle nous souhaitons imposer à l'homme, ou plutôt aux individus, une nature qui soit une norme, la chose peut être contestée. Ce n'est pas que nous n'aurions pas le droit d'exiger des hommes un certain comportement correspondant à l'idée, pour y revenir, de cette dignité que nous voulons leur transmettre, mais on ne saurait ignorer que la chose relève du domaine des valeurs, lesquelles sont, en dernière instance, toujours individuelles, c'est-à-dire portées par des individus, devraient-elles être partagées par un grand nombre d'entre eux. Le discours sur l'homme est donc problématique, au moins épistémologiquement parlant. Bien loin d'être neutre, il relève d'une démarche que l'on pourrait qualifier d'humaniste, laquelle est attentive à penser l'homme d'une façon qui le distingue radicalement de ce qui n'est pas lui, en faisant un empire dans l'empire, pour reprendre la formule de Spinoza. Un excellent ouvrage de Jean-Marie Schaeffer, La fin de l'exception humaine, a analysé avec beaucoup de finesse ce qu'il appelle justement la thèse de l'exception humaine, une thèse qu'ont implicitement en partage tant les philosophies les plus variées que, chose remarquable, les sciences humaines et sociales. Cette thèse, qu'il qualifie de ségrégationniste, se décline en 3 articles ou plutôt principes. Donnons un extrait de la présentation qu'il en fait au début de l'ouvrage. Et cela dans un double but. Illustrer notre présent propos et introduire un nouvel ordre de considération sur l'humain, celui qui relève des sciences humaines et sociales. Donc, citation, aussi un petit peu longue. Cette thèse de l'exception humaine revêt 3 formes majeures. Sous sa forme la plus radicale, qui est philosophique, elle refuse d'arrimer l'identité de l'homme non seulement à la vie biologique, mais aussi à la vie sociale. Dans son essence proprement humaine, l'homme serait un moi ou un sujet radicalement autonome et fondateur de son propre être. La deuxième forme de la thèse, particulièrement répandue dans les sciences sociales, situe le lieu de la transcendance dans le social. L'homme social, nous dit-on, est l'homme non naturel, voire antinaturel. La vie biologique ne serait donc que le substrat de l'humanité et n'aurait rien à voir avec son identité propre. La troisième forme, que l'on trouve surtout dans les sciences humaines, si l'on veut bien accepter que les sciences humaines portent sur la culture plutôt que sur le social, soutient que c'est la culture, la création des systèmes symboliques, qui constitue l'identité proprement humaine de l'être humain et que la transcendance culturelle s'oppose à la fois à la nature et au social. Il en résulte une attitude polémique non seulement face aux sciences de la vie, mais aussi face aux sciences sociales. Revenons à notre propos. Nous disions qu'il est remarquable que des démarches de nature scientifique, donc en principe neutres et objectives, éprouvent spontanément une réticence devant la perspective d'une entière naturalisation du phénomène humain, ou plutôt ici de l'homme. En réalité, il ne faudrait pas généraliser. Il est des savants qui n'ont pas ces pudeurs, ainsi Jean-Pierre Changeux, l'homme de Rênal, et il en est d'autres qui inspireront une vision matérialiste du monde, lesquelles sera mise au principe méthodologique et pas idéologique de toute approche scientifique, ainsi du darwinien Patrick Thor. Mais l'important pour nous est que l'on puisse trouver au cœur même des sciences humaines et sociales cette sourde tendance ségrégationniste au bénéfice de l'homme, avec un grand H inavoué, de sa particularité, voire de son génie. Ce détour par les sciences humaines et sociales va nous permettre d'approfondir la question de l'homme sous un autre rapport. Nous avons affirmé, après Aristote,
après Aristote, Occam et David Hume, et tant d'autres, que seuls les individus humains existants, l'entité homme ne serait en définitive qu'une fiction théorique, commode certes, pertinente pour penser des faits généraux certes, mais une fiction tout de même. De sorte que nous pourrions conclure que la vraie anthropologie devrait être différentialiste, comme le sont par exemple l'ethnographie ou l'ethnologie. Car s'il n'est de science que du général, comme l'affirmait à raison Aristote, elle ne saurait manquer les individus, en définitive, puisqu'en définitive, ce sont eux qu'il s'agit de comprendre par le moyen, qui est parfois un détour, de la généralité. Mais cet individu dit concret est-il lui-même si consistant que cela? Là encore, c'est tout un questionnement qu'il faudrait développer. Disons l'essentiel, il est deux manières d'appréhender les choses. Premièrement, on peut considérer que l'homme concret existe, substantiel et autonome, mais qu'il est cependant influencé, voire déterminé, par un certain nombre de données ou de facteurs comme l'histoire, la géographie, le climat, l'héritage culturel, le milieu sociologique, les rencontres, les événements, etc. Mais, deuxièmement, on peut considérer de façon toute différente que l'individu est au contraire le produit nécessaire de ces causalités et contextes multiples. C'est ainsi que Marx écrivait, par exemple, « L'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu pris à part, elle est l'ensemble des rapports sociaux. » Et l'on trouve dans le spinozisme cette idée que ce mode qu'est l'individu humain, loin d'être sui generis, c'est également un effet, c'est-à-dire le produit déterminé d'une causalité naturelle infinie régie par des lois. Celle-là même qui est capable de rendre raison de ses affects en apparence inintelligibles, aberrants ou coupables selon la loi, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Est-ce à dire pour autant que l'individu n'est en quelque sorte qu'un courant d'air, sujet non pas à tous les vents de la doctrine, pour parler comme saint Paul, mais à toutes les causalités, physiques, biologiques, économiques, culturelles ou autres? Non, car une fois constitué, l'individu existe bien, même s'il est encore une fois en devenir, du fait notamment des rencontres multiples qu'il connaîtra. Et la réalité de son existence se reconnaît à ceci que lui-même est à son tour la cause de multiples effets. Conclusion, si on peut douter de la pertinence finale de la catégorie d'homme, on ne peut dissoudre les individus. Troisièmement, exemple d'anthropologie. Après avoir jeté tant de doutes philosophiques et même tant de suspicions sur l'anthropologie classique, voire sur le principe et la nécessité d'une anthropologie quelconque, et cela au grand dépit, nous le craignons, du père Hérault, notre commanditaire, sans doute convient-il que nous en donnions malgré tout quelques notions positives. En fait, et en conclusion de notre propos, nous présenterons même une anthropologie qui constituera comme un renversement du pour au contre, donc encore Pascal, de ce que nous avons pu dire jusqu'ici, sans que nous ayons à nous renier pour autant. Simplement, c'est un changement de registre que nous procéderons. Mais pour l'heure, disons quelques mots de deux anthropologies philosophiques éminentes qui intègrent les réserves que nous avons pu faire. La première est celle de Thomas Hobbes, la seconde celle de Spinoza. L'anthropologie de Hobbes nous intéresse sur un point précis, qui est celui de la raison dont nous avons dit qu'il est au cœur de l'anthropologie classique. Or, Hobbes ne définit pas l'homme par sa rationalité, mais, sur la base d'un mouvement vital et d'un mouvement animal, par sa capacité à parler et communiquer par le langage. Une idée que l'on trouvait déjà chez les sophistes ou Aristote, qui associait langage et pensée. Il s'avère en effet que le langage crée une situation nouvelle. En associant des mots stables à des choses semblables ou à des états de fait récurrents, il permet à l'individu doué de mémoire, c'est aussi la mémoire qui fait l'homme, de projeter son désir dans l'avenir, ce qui le distingue fondamentalement des animaux qui ne vivent que dans l'horizon borné du présent et de la satisfaction immédiate de besoins, et non pas donc de désirs créés par l'imagination comme pouvant se réaliser dans le futur. Et c'est là que, selon Hobbes, la raison intervient, ou plutôt le calcul rationnel, c'est-à-dire des ratiocinations ponctuelles qui vont lui faire concevoir les moyens de satisfaire ces mêmes désirs. La raison, chez Hobbes, n'est donc pas une faculté souveraine ou la mystérieuse lumière naturelle de Descartes, mais la double production de la nécessité et d'un apanage naturel, celui du langage, lui-même essentiellement utilitaire. Et c'est pourquoi, contrairement à Aristote, Hobbes ne voit pas dans la raison le moyen d'honorer une destination supérieure, celle de la connaissance des intéressés, une idée fort belle au demeurant. Toutefois, ce qui est beau n'est pas toujours vrai, mais une faculté besogneuse et surtout faillible,
car capable d'aberration tant dans ses calculs que dans sa soumission à des désirs qui ne le sont pas moins parfois. Par exemple, n'est-ce pas la raison qui va concevoir les moyens de transformer techniquement un petit garçon en petite fille, ou l'inverse? Pour Hobbes, en tout cas, l'anthropologie concrète ne recouvre pas ni ne satisfait un idéal de la nature humaine. L'individu est un mouvement complexe, erratique, qui s'entend à l'occasion à se tromper et s'écarter de sa fin ultime, prosaïque, laquelle est d'exister le plus longtemps possible. Passons à Spinoza. Autant on peut dire qu'il y a bien une anthropologie hobbesienne de Hobbes, autant on doit noter qu'il n'y en a pas même chez Spinoza, ce dernier ne définissant nulle part son objet. Une absence de définition d'autant plus étonnante que, ainsi qu'on l'a vu sur l'exemple des affects et des passions, Spinoza s'attache bien à dégager une science des plus objectives de ces derniers. Plusieurs choses expliquent cette sobriété théorique. La première est que, précisément, Spinoza se refuse à construire une théorie générale et pour ainsi dire souveraine de l'homme. Dès lors que tout ce qui existe procède de la substance infinie et unique, laquelle est Dieu ou la nature, rien n'existe substantiellement et séparément d'elle. Or, déterminer une anthropologie serait inévitablement faire de l'homme un empire dans un empire, encore une fois. Cela ne signifie pas pour autant que les individus ne sont pas, chacun pour sa part, quelque chose de particulier et d'irréductible, tout étant d'ailleurs particulier et nécessaire dès lors qu'il existe dans l'univers. Il y a donc bien des lois propres à l'humain, des lois générales d'espèce déterminant un cadre. Spinoza dit en général une forme, dans lequel les individus se particulariseront. Seulement, deuxième thèse justifiant le refus de définition par Spinoza, ces lois propres à l'humain ne procèdent pas à une différence ontologique absolue. D'une différence ontologique absolue, pourrait-on dire, en reprenant tel ou tel article de la thèse de l'exception humaine, mais de l'extrême complexité tant corporelle que mentale des individus humains. Ce qui signifie que beaucoup de phénomènes humains, et en fait tous, s'expliquent selon lui à partir de données fondamentales en nombre limité, un peu comme dans un Lego dans lequel des structures extrêmement complexes peuvent être construites à partir de peu d'éléments. On pourrait dire que Spinoza suit, sinon intentionnellement, du moins par le fait, le précepte de Guillaume d'Occam, le génial logicien franciscain du XIVe siècle, entia non sut multiplicanda praeter necessitatem. Il ne faut pas multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. Enfin, dernière explication, la raison n'est pas non plus chez Spinoza une faculté innée. Elle est le mouvement même du conatus, c'est-à-dire de l'individu actif en tant qu'il s'attache à concevoir plutôt qu'imaginer, en vue de buts qui ne sont pas de pure connaissance, mais éthiques, c'est-à-dire orientés vers la recherche d'une béatitude. En règle générale, Spinoza pense l'individu dans le cadre d'un devenir ou d'une trajectoire éthique. L'individu n'est pas chez lui, comme chez Aristote, en puissance d'une nature idéale qu'il lui faudrait accomplir, voire qu'il lui incomberait moralement d'actualiser pour réaliser l'essence, avec une majuscule, de l'homme, avec une majuscule, le tout pour une fin, avec une très grande majuscule, à laquelle il serait, diraient les médiévaux chrétiens, ordonné. Ce qui caractérise l'humain, c'est plutôt qu'il est capable, et non en puissance, donc, ou alors seulement au sens aristotélicien de la puissance contingente, d'acquérir de multiples aptitudes et, ce faisant, de se constituer des manières de vivre variées au gré des circonstances, de ses rencontres et des volitions qui seront de son fond propre. Concluons sur l'intérêt que peuvent présenter ces deux anthropologies. La première, hobbesienne, prend en considération de façon immanente, sans recourir à une explication transcendante, et c'est ce en quoi elle est seulement philosophique, la faillibilité humaine, la véridicité n'étant ni de droit ni de nature. La seconde, spinoziste, fait l'économie d'elle-même, tout en étant pensée à partir de la nature totale des choses. Dernier point. Pour une anthropologie, si vous m'écoutez pas là, tout aurait été vain. Pour une anthropologie de l'acte, parvenu à ce point, nous sentons que l'on pourrait, c'est une caractéristique du phénomène humain, de prendre en otage son prochain. Parvenu à ce point, nous sentons que l'on pourrait nous faire le reproche de ne pas avoir parlé, dans un colloque diocésain encore, de l'homme spirituel, de l'homme qui a une âme et de tous les phénomènes, si l'on peut parler en ces termes, qui en témoignent à l'évidence, ce qui est vrai.
Cela étant, nous avions dit familièrement annoncé la couleur en précisant d'entrée qu'il s'agissait pour nous de développer une réflexion proprement philosophique et même dans ce cadre essentiellement critique, raison pour laquelle nous avons fait le choix de partir de minimaliste façon de l'apparaître du phénomène humain et non pas d'une définition préalable. Serait-elle classique et la mieux établie, dès lors que nous la soupçonnions d'être fondée sur quelque horizon d'attente ou bien sur une raison humaniste aussi honorable et partagée par votre serviteur soit-il. Voilà pour le rappel. Pour autant, ne sommes-nous pas coupables d'avoir ignoré tout ce qui relève de la religiosité spontanée, comme par exemple le fait d'enterrer ses morts avec peut-être la considération d'un au-delà, la croyance en l'existence d'êtres supérieurs, le désir d'entrer en contact avec eux, une sorte de réticence devant la mort que les animaux n'éprouvent pas, l'aspiration enfin, sinon à l'éternité, du moins à la survie, etc. C'est vrai encore, mais il y a une raison à cela. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu deux tendances. Bon, je laisse ça de côté, je ne vais pas faire la leçon devant mon Seigneur, des différentes tendances de l'Église, celles que je choisis. Bon, donc soyons prudents. Et alors, ce sera dans le texte publié. Alors donc, j'arrive vraiment à la fin. Eh bien, disons que pour ce qui nous concerne, nous nous retrouvons davantage, sinon dans le second courant, marcioniste, Tertullien, Luther, Pascal, Saint-Grégoire, Palamas, etc. En tout cas, sinon dans le second courant, du moins, en tout cas de l'intuition de l'expérience spirituelle qui y préside. Raison pour laquelle la religion et la religiosité naturelle nous apparaissent davantage comme relevant de l'imaginaire primitif et de l'impuissance de l'esprit, comme dirait Spinoza, que comme d'heureuses prémices utilisées par la Providence. Oui, je reviens quand même pour expliquer. Le premier schéma, c'est l'idée que Justin le philosophe, disant le Verbe a parlé par Platon. Donc une sorte d'intégration de tout ce que le paganisme philosophique ou même la religion ont pu penser, et l'intégrant dans un chemin providentiel, et autre considération de rupture. Le christianisme est inouï, le marcionisme, etc., et par conséquent, tout ce qui précède, à la limite, est diabolique. Bon, je durcis un peu le trait. Moi, je suis plutôt du deuxième courant. Eh bien, disons que pour ce qui nous concerne, voilà. Et c'est pourquoi nous avons choisi de nous placer sous l'égide de Pascal. Cela étant dit, nous revenons à notre renversement du pour au contre pour faire usage, encore une fois, d'une formule de ce dernier. Changeant complètement de registre philosophique, en effet, nous dirons, dans l'esprit de l'idéalisme de Fichte, que la question n'est pas tant de savoir ce que serait l'homme, comme s'il était une chose, un étang ou un Dasein, pensable à partir de la catégorie aristotélicienne ou scolastique d'être, que de l'appréhender comme un pur sujet. Autrement dit, ce n'est pas par une procédure que l'on pourrait qualifier d'empiriste que l'homme est à trouver parmi les éléments de ce monde pour l'étudier par après. Car ce qu'enseigne l'idéalisme de la doctrine de la science de Fichte est que l'homme ne commence à exister en tant que tel que quand il se pose comme un moi et s'institue tel par un acte souverain, absolu, inaugural, que rien ne présupposait. Ce moi n'est donc pas une âme, précisons en tant qu'elle serait une chose spirituelle tout au moins, ou une donnée psychique, une entéléchie, une intériorité, un profond mystère sans fond ou une identité. Car ce moi n'existe encore une fois que par l'acte par lequel il s'affirme comme un jeu dont il est le strict contemporain et auquel il s'identifie. Assurément, l'individu a un caractère, un tempérament, un code génétique, une ascendance, toute chose qui lui échoit, de la même façon que lui adviennent, par les hasards de l'existence, les éléments d'une histoire personnelle. Assurément, il appartient à une espèce vivante et à un genre animal. Mais toute la question est de savoir si cette nature héritée sera le seul destin qui le déterminera, car la nature, quant à elle, ne saurait agir librement. Et comme disait Pascal, la nature est imbécile. Ça veut dire faible, ça veut dire aussi imbécile. Bien. Bon entendeur sans lit. Elle est de l'ordre de la factualité et non pas du devoir-être ou des principes. Il y a encore une fois de sujet que par un acte, qui n'est ni la production d'un mode, au sens spinoziste du terme, ni l'aboutissement d'une évolution sélective, au sens de Darwin, ni l'effet d'une déclination spontanée, au sens de Lucrèce. Maintenant, l'avantage insigne que présente une telle anthropologie éthique, elle est qu'elle est tout simplement non susceptible d'être contredite. Conclusion. 2 mots. Soyons honnêtes,
Si vous vous souvenez de ce qu'écrivait Jean-Marie, le phénomène humain, l'homme étant plus hypocrite. Si vous vous souvenez de ce qu'écrivait Jean-Marie Schaeffer, que nous avons cité, il est patent que cet idéalisme fichtéen, que nous venons en quelque sorte de promouvoir, parce que nous nous reconnaissons en lui, se trouvait par avance contesté par ce dernier. Jean-Marie Schaeffer disait en effet, pour en récuser la possibilité, que, nous relisons, dans son essence proprement humaine, l'homme serait un moi ou un sujet radicalement autonome et fondateur de son propre être. Donc il est ce qu'il conteste. Ce qui est un peu le cas avec Fichte, non pas que l'homme soit au principe de son être biologique, c'est bien évident, mais en quelque sorte de son être moral. Or, Schaeffer ne disait pas seulement qu'un tel idéalisme était illusoire, mais que, pour procéder d'une intention sans doute louable, celle d'échapper à la pure nature, cela ne le faisait pas pour autant sortir du régime de la croyance philosophique ou de la douce naïveté consistant à croire au témoignage de sa conscience immédiate. En définitive, toute la question se résume à notre sens dans l'alternative suivante. Et encore une fois, si l'on met de côté toute interprétation religieuse du monde, cette dernière ayant naturellement tranché de toute éternité. Première chose, est-ce que l'homme passe infiniment l'homme? Je n'étais pas au courant du propos de Monseigneur l'évêque. Selon la belle formule, encore une, la dernière de Pascal, ou est-ce qu'il faut penser ce dernier homme seulement dans le cadre du naturalisme, même différentialiste? À vous de répondre, mais nous croyons et nous espérons connaître votre réponse. Je vous remercie.